Alors c'est un petit paradoxe qui mérite quelques explications. D'un côté, la Fed a annoncé, on avait commenté il y a quelques jours, la fin de son resserrement quantitatif, donc la fin du dégonflement de son bilan, merci de suivre, et cela aurait dû profiter a priori au taux long américain, les taux à 10 ans, mais a priori, apparemment, il n'en est rien. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. À compter du 1er décembre prochain, la Fed va donc cesser de laisser arriver à échéance une partie des obligations qu'elle a en portefeuille, qu'elle ne réinvestissait plus, dans de nouveaux titres. Dit autrement, la Fed va de nouveau faire le contraire de ce qu'elle faisait, à savoir augmenter ses achats de titres obligataires. Et pourtant, les taux longs ont un petit peu augmenté dans la foulée. On se dit, c'est curieux. C'est pas l'effet. Alors, déjà, il faut avoir en tête quand même les ordres de grandeur, de quoi parle-t-on? C'est-à-dire que les taux longs n'ont pas baissé, mais enfin, ils ont un petit peu augmenté, c'est-à-dire 0,1%. J'ai presque envie de dire c'est l'épaisseur du trait tout de même. Bon, déjà, premier élément, il faut avoir en tête que la raison de la hausse, c'est probablement moins ce que vous évoquez, à savoir le quantitative tightening. C'est-à-dire que jusque-là, il faut quand même avoir en tête, parce que là aussi, remettons peut-être un peu l'église au milieu du village, beaucoup de gens ont critiqué les États-Unis comme finalement avoir été l'acteur qui a propulsé les marchés vers le haut pendant très très longtemps. Alors, pourquoi? Parce que la Banque centrale américaine a beaucoup injecté de liquidités dans le marché. C'est là d'où on vient, c'est ce moment en fait d'hyperliquidité. Faut aussi, en achetant notamment des obligations, en déformant finalement l'offre de choses à acheter pour l'épargnant. Pour faire baisser les taux longs américains et donc en soutenant. Pour administrer le prix en fait de tout le reste, puisque quand vous empêchez les gens d'acheter des obligations américaines, même lorsqu'ils le souhaiteraient, vu qu'il n'y en a plus sur le marché, ils vont acheter autre chose. L'autre chose, c'est les obligations corporate, donc les taux d'intérêt de tout le reste qui a baissé, sont des actions, les prix en fait ont beaucoup monté. Donc juste pour dire que pendant longtemps, on a dit la Banque centrale est responsable, les prix, etc. Bilan qui est monté jusqu'à 9 000 milliards de dollars. Exactement. Et donc aujourd'hui, on est plus 2022, aujourd'hui, on va tangenter vers 6 500 milliards de dollars, 6 600 milliards de dollars. C'est-à-dire que là aussi, il faut quand même avouer que la Banque centrale américaine sait mettre le paquet lorsqu'il le faut, mais aussi sait en fait se retirer lorsqu'il le faut et se retirer. On a su faire pareil ou pas en Europe? Un peu, oui, un peu. Alors moins à travers le quantitative tightening, mais on a mis en place en fait des... Pardon, c'est dur à dire. Quantitatif. C'est dur à dire, n'est-ce pas? Oui. Il est taquin. Mais à travers plutôt des dispositifs de financement bancaire qui ont été mis sous tapis. Mais la Banque centrale européenne effectivement a suivi le même chemin. Mais donc il faut quand même avoir en tête que les banques centrales se sont progressivement retirées, ont baissé finalement la taille de leur bilan de quasi 30% depuis maintenant 3 ans. Donc ça a été un vrai effort pour, in fine, se redonner des marges de manœuvre. Donc, il faut quand même le saluer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si il n'y a pas eu de conséquences sur les taux longs, c'est aussi parce que, dans le même temps, Jérôme Powell a disséminé un message qui était un peu surprenant pour les investisseurs. Donc, dans la tête des investisseurs, et c'est d'ailleurs un message auquel on croit et on souscrit, on était rentré dans un nouveau cycle de baisse des taux directeurs aux États-Unis, de par la Réserve fédérale, donc qui a débuté récemment et qui allait se poursuivre, sauf que dans les propos qu'il a tenus, Jérôme Powell a bien disséminé l'idée qu'il n'était pas acté qu'il rebaisserait à nouveau en fait ses taux directeurs au mois de décembre. Donc cette surprise-là a probablement impacté et provoqué cette petite hausse des taux longs. Plus que la fin du quantitative tightening. Alors vous allez me dire en fait pourquoi ça aurait dû faire baisser les taux, c'est parce que quand vous dites ça, grosso modo, la Banque centrale américaine a en portefeuille des obligations. Jusqu'à maintenant, lorsqu'elles arrivent à échéance, elle ne réinvestissait pas les montants qu'elle touchait. Donc ça, c'était le quantitative tightening. Maintenant, elle va dire, je vais réinvestir les montants que je vais toucher. Dans quoi? Eh bien, là, la différence, la petite subtilité, c'est qu'ils ont annoncé qu'ils souhaitaient, comme objectif, c'est pas immédiat, mais comme objectif, plutôt privilégier les échéances de court terme plutôt que celles de long terme. Ça, c'est un changement. Ça, c'est un changement parce que depuis la crise du Covid, puisque en fait, la Banque centrale américaine, pour éviter en fait, le pire, en gros, le fait que le bébé parte avec l'eau du bain au moment de la crise sanitaire, voulait absolument réinjecter le maximum de carburant dans l'économie, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait essentiellement acheté quoi? Des taux longs. Pourquoi? Parce que vous et moi, monsieur tout le monde ou madame tout le monde, est beaucoup plus sensible à la partie longue de la courbe des taux, au taux à 10 ans, taux à 15 ans, c'est ce sur quoi vous allez vous appuyer pour acheter votre maison, ce sur quoi vous allez vous appuyer pour acheter votre voiture, plutôt que les taux courts à 3 mois. Vous n'allez pas financer votre Pourquoi aujourd'hui alors Eh bien parce que tout simplement, il y a eu du coup c'est une volonté de rééquilibrage. Ça change simplement pour rééquilibrer la qualité du portefeuille de la Banque centrale américaine, qui avait surpondéré la partie longue parce que crise sanitaire, réponse à la crise sanitaire, elle voulait injecter le maximum de carburant sur l'économie américaine. Aujourd'hui, elle dissémine simplement le message qu'elle ne va pas acheter que la partie longue. Maintenant, elle va vouloir rééquilibrer pour avoir un portefeuille équilibré selon les différentes échéances associées aux émissions que vont réaliser l'État américain en fait, dans les années à venir. Donc, plus
Donc elle arrête. Donc ça explique aussi que les taux longs américains peut-être n'est pas baissé. Puisque maintenant, la cible d'achat, ce sont sera plutôt les taux courts. Sauf que, et c'est là pour le coup, donc cette volonté de rééquilibrage se fera. Alors c'est pas anecdotique. Si véritablement elle veut rééquilibrer son bilan, on parlerait de près de 700 milliards de dollars à acheter en obligations court terme. Quand on dit court terme, c'est en gros de quelques semaines à un an. C'est vraiment des titres de très court terme émis par l'État pour financer ces dépenses. Et c'est une bonne nouvelle pour l'économie? Disons que le fait d'avoir un portefeuille équilibré, ça donne plus de marge de manœuvre pour la Banque centrale demain. Si elle n'avait que la partie longue de la courbe, si demain, par exemple, on a à nouveau une récession sévère, imaginez que la bulle de l'IA se traduise un peu comme ce qu'on a connu dans les années 2000 ou dans les années 2007-2008, on ait fabriqué des produits qui s'avèrent toxiques et en gros, on a une forte récession. Eh bien, le fait d'avoir plutôt des titres de court terme en portefeuille permettrait à la Réserve fédérale d'aller mettre le paquet plutôt sur la partie longue de la courbe. Ça injecterait plus de carburant à l'économie réelle. Donc c'est une manière finalement de se laisser la porte ouverte pour actionner une politique monétaire qui pourrait devenir beaucoup plus accommodante dans le futur si jamais en fait le besoin s'en fait sentir. Parce qu'il y a toujours un mais, ça c'est une vision au silo du monde. C'est-à-dire qu'en fait c'est comme si les taux d'intérêt américains étaient littéralement fixés par le comportement d'achat, ou de vente d'ailleurs, de la Banque centrale américaine. Je ne crois pas que les taux longs vont rester à ces niveaux-là. Les taux longs baisseront, en dépit du fait que même si la Banque centrale américaine achète préférentiellement des taux courts. Pourquoi? Parce qu'en achetant préférentiellement des taux courts, eh bien, elle va priver du marché qui n'est pas public, les taux courts, et donc les gens les épargnants, donc d'une partie de ce qu'ils pourraient acheter, à savoir des taux courts. Donc il va rester quoi? Qu'est-ce qui se ressemble le plus à des taux courts? Eh bien les taux longs. Et donc par effet d'éviction, les gens vont se retourner vers les taux longs. Exactement. Donc ce n'est pas la Banque centrale américaine qui entraînera les taux longs à la baisse, ce sont les épargnants américains qui, faute de pouvoir acheter la partie courte de la courbe, iront acheter la partie longue. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'en fait, les gens souvent se disent les prix vont monter ou baisser en considérant qu'il y a un seul acheteur ou un seul acteur. Il n'y a pas qu'un seul acheteur. Évidemment, c'est un acheteur qu'on regarde et qu'on scrute parce que c'est celui qui peut imprimer des billets de banque pour acheter sans aller en prison. Ouais. Ça s'appelle la Banque centrale. Ça, évidemment, qu'on le regarde. Mais attention, il ne faut pas oublier la somme d'épargnants autour donc, de la Banque centrale qui elle-même peut avoir a un comportement d'acheteur. Et donc, la probabilité est forte que vous verrez, les taux courts baisseront, tout comme les taux longs. On est à 4,10 sur le, 4,05, oui. Le 10 ans américain. On va où? Alors, ça va dépendre. Ça va dépendre évidemment. Déjà, on est face à un shutdown. Vous savez que les taux, normalement, traduisent. Les taux baisseront, plus l'économie américaine ralentira. Aujourd'hui, on navigue un peu à vue, puisqu'on a bien un certain nombre d'indicateurs qui indiquent une trajectoire de ralentissement. Force est de constater que ça on n'a plus les chiffres d'emploi. Mais on n'a plus les chiffres d'emploi, donc on navigue un peu à vue. Mais si la trajectoire en fait perdure, on est face à un ralentissement qui va continuer en fait d'être actionné en fait aux États-Unis, et donc plus le ralentissement se fera sentir, plus la Banque centrale l'accompagnera et plus les taux en fait baisseront. Sur les taux courts, nos prévisions pour l'année prochaine sont un peu plus basses que celles de la place. On peut très bien arriver à des taux qui tourneront entre 2,5, 2,5 en fait, d'ici le milieu d'année prochaine. Bon, après on est pas le marché est à 3. Le marché est à 3 aujourd'hui. C'est ça, donc plutôt 2,5. Et sur les taux longs, si on est vraiment à 2,5, ça veut dire que le ralentissement s'est confirmé, et donc par définition, on pourrait être entre 3 et 3,5. Donc on a vraiment une marge de manœuvre assez forte. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, à 4%, des taux à 10 ans américains sont bien payés. D'un point de vue épargnant, ça paraît, le fait d'avoir de la visibilité à 4%, une obligation américaine adossée à la plus forte économie mondiale et à la banque centrale la plus puissante au monde, associée à une monnaie de réserve, en dépit de ce que beaucoup d'observateurs peuvent dire, ça reste un papier aujourd'hui encore bien rémunéré. Pour beaucoup d'experts, on finit là-dessus, pour beaucoup d'experts, la fin du dégonflement du bilan de la Fed, la fin du QT, du Quantitative Tightening, ça équivaut à quasiment 50 points de base de baisse de ces taux courts. C'est vrai ou pas, ça? Difficile à dire, puisque ça dépend l'impact que ça aura réellement sur les taux longs, sur la partie longue, parce qu'en gros, là, c'est une évaluation sur la demande finale, au final. En quoi ça va permettre de rendre plus disponible du carburant à l'économie réelle? C'est difficile à dire, mais ce qui, par contre, est intéressant, c'est de bien faire comprendre qu'une banque centrale, on est tous omnubilés par les taux d'intérêt depuis des années. Sauf que la partie, peut-être, l'arme la plus importante et qu'il faut le plus scruter, notamment pour les marchés, auprès d'une banque centrale, c'est moins le taux d'intérêt
que la politique bilancielle. Si évidemment, là pour le coup, on est à périmètre constant, si on passe d'un moment où on voulait restreindre la taille du bilan à un moment où on le stabilise. Donc là, les gens vous disent ça équivaut à deux baisses des taux, à 50 points de base des taux. Bon, peu importe, probablement c'est relativement important. Mais la question de fond, c'est si ralentissement il y a, est-ce qu'on ne va pas plutôt vers à nouveau en fait une phase d'expansion du bilan de la Banque centrale? La gestion du bilan de la Banque centrale, qui avait disparu depuis quand même des décennies. Ça faisait des décennies où les banques centrales s'interdisaient en fait d'utiliser cette arme-là. Depuis la crise de 2008, on est re-rentré dans une époque où cette deuxième arme est utilisée. La vraie question de fond, c'est qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est les taux? Est-ce que c'est la politique monétaire? C'est clairement la politique monétaire. Pour les niveaux de valorisation, et d'ailleurs, force est de constater que, regardez, la hausse des taux qui pourtant est la hausse des taux la plus importante depuis les années 70-80 qu'on ait vécu au cours des dernières années, a-t-elle empêché les marchés actions de monter? La réponse est non. Non, la réponse est non. Donc le plus important, c'est aujourd'hui le comportement d'acheteur, la politique monétaire. Avec le retour de la Fed en tant qu'acheteur. Et en tout cas, elle redevient neutre, c'est-à-dire qu'elle n'est plus en fait quelqu'un qui se retire du marché, elle redevient neutre. Et pour nous, ce passage-là d'une situation où elle se retirait du marché, où elle devient maintenant neutre vis-à-vis du marché, c'est le pas qui va nous orienter probablement l'année prochaine vers un moment où la Banque centrale redeviendra acheteuse. Alors pour ça, il faudra peut-être que... Acheteuse de titres longs. Acheteuse des titres longs, mais surtout... Acheteuse de titres courts, on y est là. On y est, effectivement, mais acheteuse en net. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas que là pour réinvestir ce qui arrive à échéance. C'est-à-dire qu'en fait, qu'elle réaugmente véritablement. Ça sera quelque part en fini là-dessus en 2026 ça dépendra, je pense, quand même beaucoup des niveaux de valorisation des marchés, notamment des marchés actions. Ce qui empêche la Banque centrale d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite, c'est tout de même qu'on est sur des marchés qui sont hyper chauds et hyper hauts. Et le message, c'est toujours très désagréable de se dire... On a un niveau d'altitude très élevé, ça serait tellement plus facile que les marchés aient déjà baissé de 20% et qu'il y ait un peu moins d'euphorie sur les marchés pour redevenir un acteur plus important. Donc je pense que pour le coup, il faut plutôt regarder côté marché-action pour dire à quel moment la Fed va vouloir ou va pouvoir redevenir véritablement un élément moteur pour sans remettre du carburant à Wall Street. Voilà, sans trop en remettre. Et donc pour ça, il est probable qu'il faudra connaître une jambe de baisse un peu conséquente. Ce qui est appelé d'ailleurs, j'ai vu plein de patrons de banques américaines, on finit là-dessus, qui disaient que ça ne ferait pas de mal que les marchés actions, que la Wall Street baisse de 15 ou 20%. Mais alors, vous savez, en fait, le niveau de valorisation actuel fait qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles qui sont intégrées dans les cours. Et c'est comme un niveau d'altitude. La cherté des marchés, ça n'a jamais fait une baisse des marchés. Mais c'est simplement un niveau d'altitude. Vous commencez à avoir un peu le vertige. Et quand vous regardez un peu en bas, vous dites, oulala, c'est haut. Si jamais il y a une mauvaise nouvelle, ça va chuter de manière importante. C'est un peu la psychologie aujourd'hui des marchés. Attention, pour ça, il faut avoir une mauvaise nouvelle. Pour l'instant, on n'a pas de véritable mauvaise nouvelle. Donc là, on est face à des respirations. Les niveaux des marchés sont élevés, donc l'altitude est élevée. Si jamais on a une mauvaise nouvelle ou on a des choses qui ne sont pas dans les cours, la correction sera conséquente, mais on n'en est pas encore là. Probablement, on aura quelque chose de ce type en 2026. Et c'est à ce moment, pour revenir à notre sujet initial, que la Banque centrale, pour le coup, ne fera plus du quantitative tightening, mais pourrait re-rentrer dans une phase de quantitative easing. Allez, merci beaucoup. Explication signée Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Merci David.